Bonjour à tous. Place dans un instant à l'audition de Victor Mayer-Schenberger de l'Oxford Internet Institute. Ce chercheur spécialisé dans l'économie du numérique a enseigné aussi bien à Oxford qu'à l'université d'Harvard aux États-Unis. Il a été auditionné par la mission commune d'information sur la gouvernance mondiale d'Internet, une mission qui est présidée par le sénateur socialiste Gaëtan Gors et dont la rapporteure est la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly. Cette mission s'intéresse plus particulièrement à la place de l'Europe dans cette gouvernance mondiale d'Internet. L'Europe qui est plutôt en retard en matière d'organisation, de coordination du numérique par rapport aux géants américains. Tout de suite donc, retour à cette audition qui s'est tenue mi-février, salle Clémenceau. La radio, c'est Internet et beaucoup d'autres choses encore, car l'architecture de l'Internet permet ces innovations qui sont à la pointe de la technologie et pour l'utilisateur. Donc, c'était le premier point que je voulais vous dire. L'Internet n'est pas neutre. Deuxièmement, sur 5 points. Deuxième point, les États-Unis, le gouvernement américain, actuellement, a le contrôle sur certains éléments essentiels de l'Internet, notamment sur les noms et les adresses des ordinateurs. Alors, c'est une organisation qui gère tout cela, qui gère tout cela, donc au nom de gouvernements anonymes, en quelque sorte, mais ce n'est pas cacher le fait que si quelqu'un, et on pense notamment aux États-Unis, cela fait que le gouvernement se trouve dans une situation très puissante. Et je pense qu'il faut noter que les tentatives du gouvernement américain de transmettre, de déléguer certaines activités à d'autres organisations, ces tentatives ont échoué. Le fait de laisser une majorité de nations avoir le contrôle, le plein contrôle de toutes les communications, cela ferait que cela pourrait tomber vulnérable à la censure en plus. Mais alors que des centaines de millions de personnes, notamment dans les pays non occidentaux, se joignent, se connectent à l'Internet, il y a de plus en plus de pression pour qu'il y ait une gouvernance en quelque sorte, en quelque forme de l'Internet. Ensuite, l'Internet, par lui-même, va à l'encontre des tentatives de contraindre l'Internet. Le fait de relier l'Internet à des pouvoirs de contrôle ou de liberté. L'Internet, au fond, la gouvernance, il faut voir si cela va dans le sens d'un contrôle qui va limiter les pouvoirs. Cette idée d'une constitution d'une gouvernance de l'Internet. Cela a déjà été proposé, mais non par les pays, les États-Unis, qui très souvent sermonnent les autres pays. Non, en fait, c'est l'Union européenne qui a fait une proposition de constitution, de création d'une forme de gouvernance, et cela sur la base d'une initiative française. Alors, les États-Unis se sont mis du côté de la Russie et de la Chine qui voudraient contrôler davantage l'Internet. Moi, j'applaudis votre perspicacité lorsque vous avez proposé cette idée pleine d'innovation et très utile. Si les États-Unis, ici, avaient fait ce qu'ils avaient fait en 1789, à savoir suivre ce qu'avaient fait les Français dans le domaine des libertés pour tous, on aurait peut-être aujourd'hui une gouvernance robuste de l'Internet, et quelques problèmes les plus urgents de gouvernance d'Internet seraient peut-être un peu moins urgents, un peu moins pressants. Malheureusement, la proposition de l'Union européenne n'a pas été adoptée il y a 10 ans, mais peut-être que cette idée pourrait être remise au goût du jour, et on devrait peut-être le faire. Je pense que cela mérite réflexion. Ensuite, les caractères
faire de ces changements au niveau d'Internet et ce dont il faut se protéger? Eh bien, quand on pense à l'Internet, on pense aux gens qui communiquent entre eux, mais les formes de communication par voix, par échange de données, cela va jouer un rôle de plus en plus petit car les flux de données entre ordinateurs vont se développer. Aujourd'hui, nos téléphones intelligents, à partir des applications, envoient énormément de données sur sa situation et aussi sur il y a les différentes formes de paquets de données qui sont envoyés sous toutes ces formes. Et c'est une tendance qui ne fera que s'accélérer. Aujourd'hui, d'ailleurs, plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde utilisent une application de téléphone intelligent qui leur dit quelle est la meilleure route à prendre pour aller au travail, pour éviter les embouteillages. Mais très peu de ces 100 millions d'utilisateurs de cette application savent en fait que eux, ce sont les personnes qui font la censure, en quelque sorte, de ce système. Et les données qu'ils génèrent, eh bien, ces données sont réemployées à d'autres buts lucratifs. Et puis, les caméras que vous avez, les appareils photo que vous avez ici, dans mon téléphone, c'est tellement bien que l'appareil photo peut calculer le pouls de quelqu'un à distance, car avec chaque battement de cœur, la couleur du front change légèrement. C'est invisible à l'œil nu, mais l'appareil photo, lui, il le voit. Alors, toutes ces données ne sont pas forcément des données personnelles. Et donc, ce n'est pas forcément des données dont on a pour lesquelles on a des informations. Prenez ce qui se passe au niveau des automobiles. On peut mesurer le niveau de bruit, de vibration des voitures. Et à travers l'analyse de ces données de masse, à l'avenir, on va pouvoir prédire avec beaucoup de précision qu'une certaine partie ou pièce de votre voiture va tomber en panne avant qu'elle ne tombe en panne. De cette manière, les pièces pourront être échangées, modifiées juste avant la panne, ce qui va permettre de réduire le nombre d'accidents, d'avoir moins d'embouteillages sur la route. L'idée de base ici, c'est que les données ont une valeur et le fait d'utiliser les données une seule fois à un seul objectif, cela n'extrait pas tout le potentiel de l'information. On veut garder les informations et les utiliser de très nombreuses fois. Les données, c'est le nouvel or d'aujourd'hui. Et donc, il y a la ruée vers les informations, comme on a eu la ruée vers l'or. Donc, la question d'aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui peut communiquer avec qui, mais qui peut utiliser Internet pour recueillir un maximum de données, qui peut contrôler, maîtriser ces données et qui peut en tirer le maximum de bénéfices économiques. Nous devons veiller à ce que les informations restent quelque chose qui est utilisé pour l'avantage, le bénéfice de la société et pour les particuliers. Les mécanismes d'aujourd'hui, que ce soit des droits de propriété de chacun, des brevets, tout cela ne répond absolument pas à ce nouveau pouvoir des données et le fait qu'il faut gouverner cela de façon responsable. Mon cinquième point, c'est que nous devons parler de nouveaux défis qui se trouvent encore à 3 ou 5 années de nous. Mais ce défi qui mine actuellement les fondements de notre société, de notre démocratie, c'est ce que l'on appelle la dictature des informations. Et là, c'est le fait que l'on attache plus d'informations, d'importance aux données qu'elles n'en possèdent. Par exemple, les données ne peuvent pas tout montrer, mais on assume, on suppose que les données peuvent expliquer les causes de tel ou tel fait. C'est normal, nous sommes des êtres humains, on veut savoir quel sera l'avenir, on veut réduire les risques, on veut réduire les incertitudes et on veut peut-être, certainement d'ailleurs, réduire ces risques
Les données circulent sur l'Internet et cela, combiné à l'analyse des données de masse, nous donne des prévisions probabilistes sur l'avenir qui semblent très précises. Et donc, on sera tenté de réagir non au comportement, mais aux prévisions, aux prédictions. On sera donc tenté de punir des personnes et de les tenir responsables, non de ce qu'ils ont fait, mais de ce qui est proposé par un algorithme. Et donc, nous serons aussi tentés d'abuser de ces données de masse et de tomber dans le piège de ces données de masse. Mais si on fait cela, on va se nier le libre arbitre de chacun. On va abolir la responsabilité de chacun, car si on est puni à cause d'une prédiction avant d'agir, pour quelle raison est-ce qu'il faudrait ou vous voudriez obéir à la loi? Et quelle en serait donc la place de la culpabilité humaine? Sans culpabilité, il n'y aura jamais d'innocence humaine. Et donc, nous devons agir maintenant pour protéger notre liberté humaine de contenir, d'imposer des contraintes sur les analyses des données de masse pour faire en sorte que ces analyses ne soient pas un abus de notre liberté. On peut le faire. On peut créer une liste de libertés. On peut travailler sur la codification de tout cela. Et tout cela est à la hauteur de la grande tradition de la France dans le domaine des libertés. Mais il faut faire vite. Sans ces garde-fous en place, le danger, c'est que la société civile, les êtres humains, le citoyen ne sera plus les maîtres de l'infrastructure qui est en train de se créer pour ces données de masse. Et nous allons tous devenir des objets économiques. Donc, je vous encourage vivement, mesdames et messieurs les sénateurs, d'être à la hauteur de ce défi pour que les données de masse puissent être utilisées en toute humilité et pour le bien de l'humanité. Je vous remercie. Merci pour cette présentation à la fois très détaillée et en même temps pleine de conviction. Je vais laisser à Catherine Morin-Desailly le soin de vous poser les premières questions et puis nous pourrons ensuite développer notre échange. Merci, Monsieur le Président. Merci de cette présentation qui, finalement, donne un peu froid dans le dos. C'est un scénario qu'on a vu apparaître dans le film Minority Report, que vous commentez tout à fait de façon pertinente. Alors, pour éviter justement ces dérives, cette mauvaise utilisation, finalement, de données qui, collectées et analysées, peuvent au contraire produire des effets extrêmement positifs. Très concrètement, comment voyez-vous une gouvernance mondiale avec le rôle qu'aurait à jouer notre pays, l'Europe, dans cette gouvernance se dessiner quand on fait le point un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui? Donc des discussions sont en cours, l'affaire Snowden a ébranlé les consciences, en tout cas en Europe, mais pas seulement. Y a-t-il là une opportunité, selon vous, de pouvoir rééquilibrer un certain nombre de choses et de fonctionnements? Et puis, je voulais aller un tout petit peu loin dans la prospective, parce que vous avez évoqué des scénarios quant à l'utilisation des données. Vous avez dit que nous allons tous devenir des objets économiques. En tout cas, nous serons des êtres humains connectés. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Joël de René, qui a bien expliqué que aujourd'hui la connexion entre l'informatique et la biologie pouvait potentiellement donner naissance à des nouveaux êtres qui domineraient le monde. Alors on est peut-être dans la science-fiction, mais finalement, d'après ce que vous dites, on n'en est pas si loin que ça. Donc je voulais votre point de vue sur cela.
Alors, je ferai de mon mieux, madame. Et j'essaierai d'être très précis. Je vais commencer par votre première question. Et de façon concrète, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? Et est-ce qu'on est au seuil d'un nouveau chapitre, d'une belle opportunité? Oui, je pense qu'on a une belle opportunité devant nous, car justement l'affaire Snowden a fait comprendre à beaucoup de personnes deux points essentiels, à savoir qu'actuellement les États-Unis détient beaucoup de pouvoir sur les flux de données. Alors, c'est ce qui a permis à Washington, avec leurs services secrets, donc, de capter, de recueillir tellement de flux de courriels et d'informations qui est en ligne. L'Europe, à mon sens, doit comprendre que la gouvernance de l'Internet peut être et devrait être plus équilibrée. Et je pense que les utilisateurs comprennent tout à fait cette approche. Il y a tellement d'utilisateurs en Europe qui changent de fournisseurs de services de mail, Google, Microsoft, pour passer à des fournisseurs européens. La Suisse propose leur service disant que c'est l'équivalent d'un compte en banque suisse pour protéger donc les courriels. Il y a donc des occasions à saisir pour les sociétés européennes et nous voyons que les sociétés d'Internet aux États-Unis souffrent en fait beaucoup des retombées de l'affaire Snowden. Sinon, elles ne réagiraient pas avec autant de véhémence par rapport au gouvernement américain pour qu'il dise quelles sont les informations auxquelles l'NSA a accès. Donc, je pense qu'il y a une opportunité économique et aussi une belle opportunité démocratique qui est tout à fait unique et aussi une autre opportunité. Sachez qu'il y a 5 ans, les seules possibilités de partage d'informations de mes étudiants, c'était d'utiliser Facebook. Et donc, ils utilisaient Facebook. Aujourd'hui, ils ont des douzaines d'alternatives qui sont disponibles. Vous avez Snapchat, qui est une application sur l'iPhone et sur Android, qui permet d'envoyer une photographie d'une personne à l'autre et puis la photo est détruite automatiquement en l'espace de quelques secondes. Il y a une semaine, 350 millions de photos étaient partagées de cette façon. Donc 350 millions de photos de moins sur Facebook, ce qui veut dire que ces fournisseurs d'accès à l'Internet ressentent bien la pression qui est exercée par le consommateur qui souhaite mieux protéger sa vie personnelle. Je pense que nous autres Européens, nous avons une opportunité économique pour se prévaloir de ces nouveaux services et à travers notre puissance économique, à travers l'argent que l'on peut dépenser, on peut démontrer aux Américains que l'on veut davantage de protection de notre vie privée. Microsoft a déclaré qu'aujourd'hui, ils veulent bien garantir que les données européennes ne sont stockées que sur les serveurs européens. C'est une indication de la direction, de ce changement de direction que ces grandes sociétés peuvent prendre, le virage qu'elles peuvent prendre si elles sont convaincues que c'est ce que veulent les clients. Et donc, je pense que c'est vraiment le moment pour l'Europe de jouer cette carte économique. Je suis tout à fait convaincue que cette approche pragmatique est très, très utile. Je m'arrête là parce que vous avez peut-être une question précise sur ce que je viens de dire. Sinon, je poursuis avec mes réponses, madame. Donc, concernant justement le droit à l'oubli que vous venez d'évoquer, son importance, vous avez des propositions très concrètes à ce sujet, qui est d'assigner à chaque donnée personnelle transmise une date de péremption à travers un tag électronique. Comment se construit le système à partir de ça? Quel
rôle l'État pourrait jouer là-dedans? Y aurait-il une loi pour encadrer un tel système? Avez-vous réfléchi un petit peu à l'application et la façon de mettre en œuvre très concrètement ces propositions? Thank you, Madame la rapporteure. Oui, merci, Madame la rapporteure, d'avoir dirigé notre pensée vers ce qui est dit à Bruxelles sur le droit à l'oubli. Il faut savoir que le droit d'être oublié, ça n'a rien de nouveau. Le droit d'être oublié, ça fait partie des lois sur la protection de données en France et dans tous les pays de l'Union européenne depuis des décennies. Une directive de l'Union européenne sur la protection de la vie privée et des données précise que chaque personne a le droit de reprendre son accord concernant le traitement des données. Donc, on a déjà le droit d'être oublié. Ce qu'a fait la Commission européenne, c'est de renommer, de changer de nom quelque chose qui existait déjà. Mais on avait déjà ce droit. Le vrai problème, en fait, c'est qu'on avait cette faculté, ce droit, mais on n'a pas fait suffisamment pour faire appliquer ce droit. On n'a pas rendu efficace cette loi et ce droit dont nous jouissons. Donc, plutôt que de réfléchir et de penser à concevoir de nouvelles lois, je pense qu'il faut travailler pour faire en sorte que les lois qui existent soient plus efficaces. Et je pense que l'un des problèmes auquel l'Europe est confrontée aujourd'hui, c'est que de bon nombre des fournisseurs d'Internet sont domiciliés dans de petits pays tels que l'Irlande qui n'ont pas de cadre réglementaire très efficace, ce qui ne permet pas de mettre en œuvre de façon efficace la protection de la personne et des données. Je pense qu'il faut avoir un cadre véritablement européen de la protection de la personne, des données, et c'est vraiment au cœur des débats à Bruxelles aujourd'hui. Je pense, j'espère que nous aurons une véritable proposition dans ce sens qui va émaner du Parlement et qui sera votée. Ce sera vraiment un premier pas essentiel, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant car, comme je l'ai dit, les données de masse inhérent aux données de masse, c'est la réutilisation de ces données. Donc, le fait de demander à la personne au moment où les données sont collectées s'ils sont d'accord ou non, c'est absurde dans un monde où on ne sait pas à ce moment-là à quelle fin je vais utiliser les données par la suite. Et donc, moi, je pense que nous devons ajouter quelque chose au cadre réglementaire concernant la protection de données des personnes. Et là, il s'agit de la responsabilité de ceux qui traitent ces grands volumes de données. Ce n'est pas suffisant de compter sur les particuliers de porter plainte contre les FAI. C'est David contre Goliath. Et à la différence de David de la Bible, les individus n'ont pas suffisamment de pouvoir et l'on ne l'exerce pas suffisamment. Il faut renforcer le cadre réglementaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de grandes entreprises très responsables le demandent également, car elles veulent se distinguer par rapport à cette espèce de marché gris. Les entreprises qui ne font pas attention, qui ne respectent pas les lois européennes qui existent. Et je pense donc que, après avoir fait en sorte que les lois européennes soient modifiées, il faut penser très rapidement à la nouvelle génération de protection de données pour faire en sorte qu'on ait des lois qui correspondent aux problèmes de données de masse. Vous venez d'insister sur la nécessité de réglementer ce droit à l'oubli, en tout cas la
maîtrise ou la protection des données dans un cadre européen. Vous avez bien insisté là-dessus. Je soulignerai que vous êtes britannique et que justement au lendemain de l'affaire Snowden, alors qu'un règlement intérieur était en cours de discussion pour pouvoir aboutir le plus rapidement possible, il y a eu des positions divergences parmi les États membres, dont principalement les Britanniques. Une autre question que je voulais vous poser, c'est que vous accordez beaucoup d'importance à la protection des individus dans l'analyse de la maîtrise de ce que doit être la maîtrise de ces données. D'aucuns disent que justement le projet de règlement n'était pas assez équilibré parce qu'il faut voir aussi que les données, c'est du potentiel de croissance, c'est de l'emploi et donc il faut veiller à ce que les entreprises puissent disposer de façon assez facile également de tout ce potentiel. Alors comment se trouve cet équilibre dans la vision que vous avez vous-même? Thank you. My apologies for a clarification. I am Austrian. Tout à fait, sauf que je suis autrichien, madame, je ne suis pas britannique. Et donc, mes racines se trouvent dans les grandes traditions du continent européen. Je ne suis pas d'accord avec la position officielle qui avait été adoptée par Londres concernant la protection de données de la vie privée. Et je suis tout à fait opposé d'ailleurs à la position britannique. Je pense que nous devons trouver un équilibre pragmatique. Et voilà ce que je proposerai. Si on fait en sorte que les entreprises qui traitent les données de chacun soient directement responsables, donc avant d'utiliser les données à de nouveaux objectifs, ces entreprises devraient passer par une évaluation très complète des risques encourus pour les particuliers et en se fondant sur cette analyse, les entreprises devraient mettre en place des garde-fous pour réduire les côtés néfastes de l'utilisation de cette nouvelle utilisation des données et au bout du compte, les entreprises auraient une responsabilité juridique pour leurs actions. Ce qui ferait qu'il y aurait une vraie responsabilité juridique. Et je ne pense pas uniquement au droit civil, mais au droit criminel, pénal également. On a rarement vu des directeurs qui ont été tenus pour pénalement responsables de leurs actions. Mais il faudrait vraiment que la protection des données de chacun devienne une question de premier plan plutôt que d'être une question de quelques centaines de milliers d'euros d'amende infligée à telle ou telle société. Et donc, je pense que l'on pourrait créer un cadre juridique qui créerait donc ce niveau de responsabilité très élevé. En retour, les entreprises ont le droit de réutiliser les données sans être obligées de revenir vers le particulier pour lui redemander son consentement. Pourvu que l'entreprise passe par ce processus d'analyse et se conforme à la loi, ce serait d'ailleurs plus facile à faire. Un exemple, Google a pu prédire avec beaucoup de succès le développement des épidémies de grippe. Alors, ça a été possible car Google a réutilisé, remanié en quelque sorte, réanalysé les requêtes qui étaient faites sur Internet par des centaines de millions d'utilisateurs d'Internet. Alors, on ne peut pas revenir vers ces millions d'utilisateurs, mais je pense qu'avec un nouveau régime juridique, cela pourrait être possible légalement. Et cela pourrait être très bénéfique pour la société dans son ensemble et cela permettrait de protéger les libertés individuelles les plus importantes.
Merci. Ce que vous décrivez là ressemble d'ailleurs beaucoup à la législation française en matière de protection des données et de traitement des données personnelles, puisque il faut une autorisation, ça doit être proportionnel, les finalités doivent être considérées comme légitimes. Tous ces dispositifs existent, mais s'appliquent à des traitements qui concernent soit une petite entreprise, soit l'administration. Moi, j'aurais, par rapport à cela, plusieurs questions. La première concerne la possibilité de faire respecter une telle législation, dans la mesure où elle suppose évidemment un consensus et des outils juridiques. Or aujourd'hui, le rapport entre les États est déséquilibré. Il y a déjà des accords entre l'Union européenne et les États-Unis, notamment les lois comme Safe Harbor, et on voit bien la difficulté pour l'Union européenne de vérifier que ces préoccupations soient réellement prises en compte et que les engagements pris sont respectés, d'autant que les États-Unis ont une conception du droit qui s'applique aux citoyens américains, ça nous a été rappelé très récemment. C'est une première difficulté. Est-ce qu'on peut imaginer, et est-ce qu'il est imaginable que des outils juridiques efficaces se mettent en place? La deuxième observation, c'est est-ce qu'on ne risque pas, en faisant cela, de mettre en place un mouvement qui va susciter une opposition extrêmement forte, puisqu'elle va aller à l'opposé de l'intérêt de ces grandes entreprises, qui est évidemment d'utiliser avec le maximum de liberté, le maximum de données, puisque c'est là qu'est la richesse. Troisième question enfin, est-ce que cette bataille vaut la peine tant que, et ça renvoie un peu à la première que je vous posais, tant que ces entreprises sont pour l'essentiel américaines et de droit américain? Est-ce que l'Europe ne serait pas plus à l'aise, entre guillemets, pour faire valoir ces principes si elle les appliquait à les entreprises européennes? Autrement dit, est-ce que l'enjeu économique n'est pas plus important que l'enjeu juridique? J'ajoute, puisque vous faisiez allusion à la capacité de prédictibilité de Google, qu'il serait intéressant de savoir ce que Google prédit aujourd'hui quant à l'évolution du droit sur Internet au regard de l'ensemble des requêtes qu'il peut analyser. Yes, thank you. Oui, merci infiniment. Comment, tout d'abord, ou quel serait le rôle de l'Europe étant donné la situation prédominante des États-Unis et le fait qu'aux États-Unis, son point de vue juridique est différent de celui de l'Europe? Alors, je pense que la question est assez simple. N'oublions pas que les sociétés d'Internet veulent faire des bénéfices et 30 à 40% de leurs bénéfices se trouvent en Europe. Elles ont des filiales en Europe, elles doivent se conformer au droit européen. Donc, ce n'est pas le fait que l'on puisse faire en sorte que le gouvernement américain soit d'accord avec ce que l'on dit, mais tout simplement les entreprises américaines qui veulent travailler en Europe devront se conformer aux lois européennes. Et les sociétés américaines Facebook n'ont jamais dit le contraire. Facebook, par exemple, a toujours dit qu'elle veut se conformer à la loi européenne, notamment en Irlande, où elle est basée, ce qui veut dire que dans le contexte européen, on peut aider les plus petits pays à devenir un régulateur plus efficace, peut-être permettre de centraliser la surveillance réglementaire. Je pense que la loi qui est proposée va un peu plus dans ce sens, et si j'ai bien compris, la position française a toujours été très positive dans ce sens. Votre deuxième question concerne les sociétés, les entreprises. Alors c'est très intéressant car cette approche de responsabilité dont j'ai parlé, c'est une approche qui fait suite à un processus de discussion entre des centaines d'experts en données et aussi avec les grandes entreprises, Microsoft, IBM, HP, Equifax, toutes les grandes entreprises. Elles ont une belle réputation internationale à protéger, à préserver. Elles veulent donc trouver des solutions pourvu qu'elles connaissent les objectifs. Donc, je pense que les grandes entreprises internationales, ce n'est pas l'ennemi, ce sont des alliés potentiels par rapport à des sociétés qui n'opèrent que aux États-Unis. Il en existe, mais je pense que si vous faites en sorte que les 5 ou 6 plus grosses entreprises sur Internet se mettent d'accord sur une certaine approche, je pense que l'on peut couvrir
80% du terrain. Ce ne serait pas parfait, mais ce serait quand même un très bon début. Et votre troisième question, c'est est-ce que l'on peut faire quelque chose pour combattre la domination de l'innovation qui provient des sociétés américaines? Sachez que les données de masse, c'est fascinant car les données ne favorisent pas, en fait, la position dominante d'une grande entreprise par rapport à une petite. Donc, les petites start-up qui travaillent dans l'analyse de données peuvent remporter un grand succès. On a déjà vu cela très souvent aux États-Unis. Et donc, même si on arrive avec une petite guerre de retard, si on a une PME, on peut gagner si on a la bonne idée et si on peut faire en sorte que cette bonne idée puisse être mise en pratique. Ce que l'on doit faire en Europe pour faciliter tout cela, et on devrait faciliter tout cela, c'est de considérer, se dire que les données, c'est de l'infrastructure, c'est une source d'avantages économique, c'est quelque chose qui contribue au développement de nouveaux secteurs. Tous les pays européens ont aujourd'hui des problèmes budgétaires, donc le fait de donner de l'argent à une société, c'est difficile, mais donner des aides sous forme de données pour que ces données soient disponibles non seulement aux entreprises, mais aussi au public, cela peut jouer un rôle crucial en facilitant cette croissance des entreprises start-up. Et pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas c'est ce que disent certains, en tout cas, une contradiction entre cette volonté de protéger les données telles que souhaitent le faire les Européens de manière plus stricte, c'est-à-dire d'avoir une vision assez protectrice de la vie privée de manière plus large que le font les Américains, les pays anglo-saxons, et cette volonté de développer l'usage des données au service d'un projet économique, de développement économique? Not at all. Non, pas du tout. Non, une bonne partie des données qui sont intéressantes pour les entreprises n'ont aucune valeur personnelle ou dans une mesure très très limitée. Pensez aux données concernant les vibrations dans les voitures, les vibrations des moteurs. C'est très très intéressant et utile pour les constructeurs automobiles, mais ça a vraiment un intérêt très très limité pour un particulier. Et à travers une nouvelle forme de protection de données en Europe, on ne serait pas en train de protéger davantage, mais de mieux protéger. Ce qui veut dire qu'on pourrait protéger la dignité et l'existence et l'identité de la personne. C'est ça qui est important. Mais en même temps, on pourrait permettre l'utilisation des données à de nouvelles fins pour prévoir certaines choses. Ce n'est pas une dichotomie, il n'y a rien de simpliste ici. Il faut veiller à ce que la protection des données soit efficace, mais ne soit pas utilisée ou ne deviennent pas un fardeau artificiel qui pèserait sur l'innovation. Et on a vu ceci très souvent avec les réseaux sociaux, par exemple Facebook. Ce n'était pas le premier réseau social, c'était des sites européens qui étaient les premiers. Le e-commerce a pris son essor il y a 15 ans sans problème. En Europe, les obstacles, ce n'était pas la protection des données, les obstacles, c'était des questions de fiscalité, etc. Donc, je ne pense pas que la protection de données soit vraiment une contrainte importante. Je pense qu'un régime de protection de données prévisible qui instaure un climat de confiance de la part des particuliers qui, donc, veuillent bien apporter ou mettre à disponibilité leurs données personnelles, je pense que c'est ça qu'il faut viser. J'ai une question complémentaire qui concerne à la fois la valeur que représentent les données et les questions fiscales. En France, nous avons, dans les mois qui viennent de s'écouler, procédé à une réflexion sur l'optimisation fiscale que pratiquent les géants américains qui bénéficient de cette valeur ajoutée des services qui se sont créés dans le monde de l'Internet. Et la réflexion a porté sur ce qui était représenté
réelle valeur et pouvait en quelque sorte constituer quelque chose de palpable, en l'occurrence les données. Est-ce que des réflexions semblables ont été conduites dans votre entourage? Est-ce que vous avez eu vent de ces connaissances, de ces propositions et qu'en pensez-vous? Oui, oui, oui. En effet, je pense que c'est un problème. Ce n'est pas un problème qui a été créé par Internet. En fait, les entreprises internationales ont toujours cherché à minimiser leur fardeau fiscal, non seulement en Europe, mais aux États-Unis également. Si vous voyez le montant qui est payé par Apple en termes d'impôts au gouvernement américain, vous serez très choqués car leur base fiscale est à l'extérieur des États-Unis et de l'Europe. Je pense que l'Internet a vraiment caché une partie des flux de valeur et donc cela a permis cette optimisation fiscale. Nous devons créer des systèmes plus transparents. Nous ne devons pas créer davantage de bureaucratie tout de même. Je pense, j'ai l'impression que l'Union européenne travaille sur une approche plus transparente et je pense que d'ailleurs Washington voudrait se rapprocher de Bruxelles et Washington ne bénéficie pas non plus des impôts au niveau d'Apple, ça se trouve surtout dans des îles offshore, etc. Et donc, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais ici, comme ailleurs, la clé n'est pas de suivre les données, mais de suivre la piste de l'argent. C'est ça qui est essentiel. Peut-être pour élargir un petit peu le sujet de la gouvernance, pourriez-vous nous exposer votre point de vue, notamment suite à l'affaire Snowden et des révélations qu'elle a suscité, de l'émotion qu'elle a provoquée notamment en Europe, mais pas seulement, chez nos amis brésiliens. Comment voyez-vous l'évolution de cette gouvernance mondiale? Bien sûr, quel rôle l'Europe peut-elle y avoir à jouer? Mais dans ce rééquilibrage que beaucoup appellent de leur vœu, comment voyez-vous les choses s'organiser à la veille de cette conférence de Sao Paulo? Je ne sais pas si vous-même vous y rendrez. En tout cas, nombre de spécialistes chercheront à en être pour réfléchir justement à peut-être la redéfinition d'une gouvernance qui se cherche. Avez-vous un point de vue particulier sur la question? Je ne pense pas que la conférence de Sao Paulo change quoi que ce soit. Je suis désolée de vous détruire vos rêves et vos attentes à ce sujet, mais il faut savoir que Sao Paulo et ailleurs, il y a le processus WICIT et WICIT. C'est en fait un groupe d'experts qui existent, parfois autoproclamés, qui avancent l'idée d'avoir de multi-partenaires qui seraient la base de tout. C'est-à-dire que tous les partenaires, toutes les parties prenantes participeraient au débat sur la gouvernance de l'Internet. En fait, c'est du théâtre, tout cela. Rien de plus, les vraies décisions sont prises ailleurs. Mais où sont-elles prises, ces décisions, et comment? En fait, après l'affaire Snowden, Washington s'est trouvé sous pression, sous beaucoup de pression. Et l'internationalisation qui est demandée par la Chine et par la Russie en allant vers l'ITU, ce n'est pas vraiment souhaité par les États-Unis. Mais il y a une coalition derrière les États-Unis qui s'oppose à ce que l'ITU guide tout, décide de tout dans le monde. Cette coalition se réduit petit à petit.
Et donc, tôt ou tard, les États-Unis vont se trouver face à la réalité, à savoir qu'ils devront trouver tout de même une forme ou une autre d'internationalisation afin de calmer les esprits et afin de répondre à cette pression internationale. À long terme, regardez tout simplement la croissance de population. Vous savez, l'Internet ne restera plus l'apanage du monde occidental. Et donc, ce que l'on devra faire, la meilleure chose à faire, c'est d'intégrer dans l'Internet, aujourd'hui, tant que l'on peut le faire, les valeurs qui nous sont chères. Et c'est ce que je voulais dire quand je parlais de la création d'une constitution de la gouvernance d'Internet, pour qu'on ait un certain élément de cette internationalisation, mais cette internationalisation sera limitée, bordée par des valeurs de liberté d'expression, d'association, les valeurs qui sont nées de la Révolution française de 1789. Et les États-Unis ont rejeté ceci. L'administration Bush avait rejeté cette idée il y a plus de 10 ans. Mais peut-être dans un contexte qui a changé, peut-être Washington serait plus ouvert à l'idée. Car qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative, en fait, sur la table? Il n'y a pas grand-chose. Et donc, j'encourage l'Europe à ouvrir les communications avec les États-Unis, rétablir la communication. Le fait d'avoir une internationalisation qui comporte, qui intègre des valeurs, je pense que ce serait la meilleure chose pour les États-Unis aujourd'hui. Vous ne craignez pas que la démarche américaine soit très largement déterminée, mais c'est peut-être une appréciation très péjorative, par des préoccupations de sécurité, donc de captation d'informations, et que les États-Unis soient moins, et notamment avec l'idéologie autour de la lutte contre le terrorisme, vous ne pensez pas qu'il y a, entre guillemets, là, un élément qui va bloquer cette évolution? Vous savez, j'ai beaucoup critiqué les États-Unis au cours de cette dernière heure, mais n'oublions pas qu'il est facile de critiquer les États-Unis alors que l'Europe n'a pas les mains blanches non plus. Les services secrets britanniques, eux, captent beaucoup d'informations personnelles également, et d'autres pays, y compris mon petit pays, l'Autriche, aimerait beaucoup avoir plus de données à recueillir. S'ils pouvaient seulement le faire, s'ils avaient seulement l'argent pour le faire. Et donc, sur le plan moral, les Européens ne sont pas mieux placés vraiment que les Américains. Tout simplement, les Européens ont plus de contraintes pragmatiques, concrètes. Et il y a peut-être des contraintes constitutionnelles également qui limitent les actions des Européens. Je pense qu'il y a presque une majorité d'Américains qui souhaitent davantage de protection de la vie privée. Pensez au fait que les démocrates libéraux et les républicains de droite se sont mis ensemble aux États-Unis pour essayer d'empêcher que l'NSA recueille ces informations. Et à quelques votes près au Congrès, ils ont failli faire voter cette loi. C'était inédit. Pourquoi est-ce que ça s'est fait? Parce que des deux bords politiques, à chaque extrémité, on comprend qu'il y a vraiment un malaise très profond dans la population américaine. Si on demande aux Américains aujourd'hui s'ils voudraient avoir ce droit à l'oubli, eh bien, à peu près 90% des Américains diraient oui. 90% des Américains. Et donc, c'est 91% pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans, mais pour ceux qui sont âgés de moins de 24 ans, le chiffre se trouve autour de 80%. Et donc, ça, c'est des voix pour les élections futures. Et cela représente également des alliés pour les Européens. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres questions. La dernière question, alors, s'il n'y en a pas d'autres. Si.
On évoque beaucoup les données personnelles et la vie privée. Est-ce qu'on est encore capable, justement, à l'heure d'Internet, de donner une définition qui soit juridiquement satisfaisante, qui garantisse une protection de ce qu'est la vie privée? Beaucoup de ceux qui défendent aujourd'hui le développement d'Internet, à juste raison sur l'aspect du processus, nous disent qu'il implique nécessairement, ne serait-ce que par le comportement des utilisateurs, une autre définition, une définition moins restrictive, et qu'elle va s'imposer à nous d'une certaine manière. Quel est votre sentiment sur ce point? Et si vous le voulez bien, on conclura sur ce sujet, ce qui me permettra de vous renouveler mes remerciements pour nous avoir rendu visite. Je pense que nous devons quitter ce droit qui est un peu négatif, qui est le droit de se protéger, d'être tranquille. La vie privée, eh bien, c'est une question de participation. Pas comment on participe à l'ère de l'Internet, mais comment on y participe. Et certains utilisateurs savent exercer ce droit eux-mêmes, mais pour beaucoup de personnes, c'est trop compliqué. Allez sur Facebook, allez sur les paramètres de vie privée et vous ne comprenez plus rien. Et dans beaucoup de domaines, y compris celui-ci, le gouvernement doit prendre des mesures. En ce qui concerne la sécurité automobile, par exemple, la sécurité routière, la sécurité alimentaire, nous avons des régulateurs qui ont décidé pour nous ce qui doit être fait. Eh bien, c'est la même chose pour Internet. Monsieur le professeur, merci beaucoup et merci de cette contribution à notre discussion. J'ai bien noté que vous restiez disponible, comme vous l'avez dit tout à l'heure, juste avant notre échange. Donc on a bien noté cette disponibilité, on vous en remercie. Thank you. Voilà pour cette audition de Victor Mayer-Schönberger de l'Oxford Internet Institute, qui a donc été auditionné par la mission commune d'information sur la gouvernance mondiale d'Internet, mission qui s'intéresse plus particulièrement à la place de l'Europe dans cette gouvernance mondiale. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi et on restera sur le même thème, sur la gouvernance mondiale d'Internet. Très bonne journée sur la chaîne parlementaire.